Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai avec moi un maillot que vous connaissez de l'équipe de France de football, puisqu'on est champion d'Europe en fait depuis 2 jours, enfin presque en fait, c'est que la Ligue des Nations, mais bon c'est déjà ça, c'est toujours un trophée en plus. Une compétition qu'on ne connaissait pas il y a encore 2 semaines, hein, mais bon c'est pas... Au moins on a un trophée en plus. Non, en fait, c'est pas pour ça que j'ai mis le maillot, c'est parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de football. Donc ceux qui ne s'intéressent pas du tout au football, bah écoutez, il y a d'autres vidéos, hein, si vous voulez. Mais en tout cas, je voudrais aborder le sujet du football dans mon livre, le premier tome de mon essai La France avec culot et sans culotte aux éditions Le Lys Bleu, voilà, que je voudrais vous faire découvrir un peu aujourd'hui. J'ai fait ça pour le premier livre, La vie des associations. Là, je vais lire un passage de ce livre sur un chapitre qui concerne le football et notamment Didier Deschamps. D'ailleurs, le titre du chapitre s'appelle Didier Super Gagneur, puisqu'en fait, j'explique avant, c'est parce que je vais vous lire, c'est pour ça que je vous le dis là. J'explique avant que Didier Deschamps incarne pour moi l'esprit de la gagne, en fait, la culture de la gagne qu'on n'a pas en France dès le départ, causée par l'idéologie de la Révolution française, l'idéologie sans culotte jacobine. En fait. Donc tout ça, je l'explique dans mon livre. Là, je vais vous lire un passage qui concerne surtout la différence culturelle, idéologique entre nous, Français, et nos voisins allemands. Voilà. J'ai aimé faire ces comparaisons entre notre nation et puis nos voisins. J'ai fait avec les Italiens, avec les Espagnols un petit peu, avec les Belges aussi, avec les Allemands, je vais vous lire ça, et puis même avec les Américains, donc des États-Unis, d'Amérique bien sûr, nos cousins révolutionnaires éloignés, on va dire. Et donc là, je vais parler de la France et de l'Allemagne à travers l'histoire en général et l'histoire du football. Voilà, je fais un lien, j'aime bien le faire, entre le sport et puis quelque chose de culturel, sociétal, historique, voilà. Donc je vais vous lire ce passage qui va commencer tout de suite hein, avec la comparaison entre notre Coupe du Monde gagnée en 98 et puis nos confrontations avec les Allemands dans l'histoire, etc. Pour nous accompagner, j'ai choisi une musique franco-allemande. Ah oui, je pense pas que vous aurez reconnu, c'est du Jacques Offenbach. Voilà, j'ai pensé que c'était le meilleur symbole possible. Je vais pas mettre du Patricia Cass. Hein. Donc j'ai mis ça. Bon, c'est du Offenbach, Orphée aux Enfers, La Belle Hélène, La Péricole, La Vie Parisienne. Sont des extraits. Donc il y aura des passages chantés. J'espère que ça sera pas trop gênant avec ma lecture en même temps. On verra bien. Donc voilà. Écoutez, via la musique d'ambiance, je vais pouvoir commencer à lire. Alors pour ceux qui ont le livre, qui veulent suivre, hein, c'est page 257 et je vais lire une dizaine de pages jusqu'à la fin du chapitre qui s'arrêtera, oui, page 269, voilà. Donc c'est parti. Je prends en pleine page hein, parce que c'est plus simple à comprendre, je pense comme ça. En 98, pendant que nous fêtions notre premier titre de champion du monde et que nos élites nous imposèrent le slogan Black Blanc Bear, ceux que l'on surnommait les Bosch, Fritz ou Schleu durant les 2 guerres mondiales constataient amers la fin d'une génération vieillissante de leur sélection nationale, la Mannschaft. Je sais pas si je prononce bien d'ailleurs. Orgueilleux et fiers comme toujours, ils ne purent rester de marbre face à leur humiliation colossale subie contre les petits Croates sur un score sans appel de 3-0 en quart de finale du mondial organisé en France. Une défaite qui avait valeur de symbole, balayée par une jeune équipe pleine de fraîcheur et de culot, les joueurs au maillot blanc et short noir n'impressionnaient plus grand monde. Dur pour une nation toujours habituée à dominer ses adversaires en sport comme en guerre ou en économie. Trouvant ses lointaines origines principalement auprès du peuple germain d'avant Jésus-Christ, puis plus tard dans la Francie orientale avec le traité de Verdun de 843, et ensuite après le couronnement de l'empereur Othon Ier en 962, avec le long règne du Saint-Empire romain jusqu'en 1806, et l'intervention de notre Napoléon Bonaparte Ier, l'Allemagne n'existe en tant que telle officiellement que depuis 1871. C'est effectivement très récent. Une année qui ne vous dit rien,
c'est tout simplement celle de la signature du traité de Francfort du 10 mai prononçant la piteuse défaite française contre ces mêmes Allemands lorsque Napoléon III, bien moins habile que son oncle pour l'exercice de la guerre, avait fait justement celle de trop et s'était fait ridiculeusement capturer à Sedan le 2 septembre de l'année précédente. Pour résumer, 1871 est à la fois la naissance de l'Allemagne, qui, forte de sa victoire contre notre armée, réussit enfin son unification validée dans notre si beau château de Versailles, le 18 janvier, entre la Confédération d'Allemagne du Nord et les différents États d'Allemagne du Sud, et pour nous, en même temps, le lancement définitif de la République française, la troisième, cette fois-ci appelée à s'installer enfin sur le long terme. Une certitude en tout cas. Après l'affrontement de la France révolutionnaire contre une armée d'une Prusse n'existant plus aujourd'hui et remplacée en grande partie par le territoire polonais actuel, mais qui culturellement était l'une des composantes de ce que l'on pouvait appeler l'Allemagne d'hier, cette défaite française contre la toute nouvelle Allemagne, ainsi que la perte de celle-ci, provoqua de notre si chère Alsace-Lorraine, la perte, de notre si chère Alsace-Lorraine, et cela n'allait pas apaiser les tensions entre nos deux pays. J'ai mal lu, c'est pour ça. La France et l'Allemagne eurent toujours eu des destins intimement liés. Les Allemands sont des sortes de frères avec lesquels on aime s'entendre, se disputer, se serrer dans les bras ou se faire la guerre. Ils sont nos cousins germains. Après tout, n'avions-nous pas autrefois des chefs communs tels que Clovis Ier ou Charlemagne ? Mais les quelques conflits qui nous opposant à travers l'histoire devaient forcément aussi entretenir une rivalité tenace. Si tenace que lorsque nos équipes nationales de football se rencontraient le siècle dernier, l'atmosphère était toujours spéciale. Parmi ces rencontres souvent mémorables, malheureusement avec toujours des résultats en notre défaveur, l'on peut mettre en avant les deux demi-finales des Coupes du Monde de 1982 et 1986. La première des deux, incontestablement, fut la plus marquante, pour ne pas dire la plus traumatisante côté bleu. Schumacher, un nom qui parlera à la plutôt jeune génération pour son célèbre pilote automobile ayant pour prénom Michael, mais qui réveillera immédiatement les plus grandes rancœurs des seigneurs français pour lesquels un seul Schumacher, Harald Schumacher plus précisément, est à retenir et pour cause. Il est encore qualifié aujourd'hui d'assassin. Seulement pour les non-connaisseurs de ce drame du football français, un petit rappel me semble impératif. Il fait chaud, normal, nous sommes à Séville pour cette demi-finale de la Coupe du Monde 1982 disputée en Espagne. Les Français, appréciés par le public ibérique pour leur style de jeu offensif et inventif, affrontent les redoutables Allemands de l'Ouest, les RFA, la guerre froide n'épargnant pas le football de ses fantaisies politiques à l'époque, réputés de leur côté pour leur efficacité et leur puissance physique. Deux profils opposables donc, qui fabriquent dès le coup d'envoi un spectacle des plus haletants. Menée au score, l'équipe de France égalise en première mi-temps sur pénalty par sa star Michel Platini. Mais c'est au cours d'une seconde période largement dominée par ceux que l'on a coutume d'appeler les Bleus, et pendant laquelle pourtant le tableau d'affichage n'évoluera pas, qu'un fait de jeu invraisemblable se présente sous les yeux effarés des spectateurs du stade Ramon Sánchez Pizjuán. On est exactement à la 58e lorsque le dénommé Schumacher, le boucher, gardien de but de la Mannschaft, sort sans s'occuper du ballon, tel un fauve sur notre défenseur Patrick Battiston, qui montait haut sur le terrain à la demande de son coach Michel Hidalgo, voit rapidement des oiseaux qui déchantent et des petites lumières dans le doux ciel sévillant. Il vient tout bonnement de se faire violemment assommer gratuitement. Il perdit conscience et quelques dents, sans que l'agresseur ne soit sanctionné derrière. Un des plus grands scandales de l'arbitrage d'une Coupe du Monde, et bien sûr cela tomba sur la France pour changer. La suite est également digne des pires scénarios possibles pour nos valeureux et méritants tricolores, qui marquent enfin 2 buts pour le moins mérités en prolongation, 2 buts qui hélas ne serviront à rien, si ce n'est qu'à intégrer un peu plus ce match dans la légende du football, puisque les Allemands parviennent à égaliser juste après, entraînant les deux équipes à la première séance de tir au but de l'histoire de la compétition. La conclusion, vous la devinez, fut la victoire de nos vieux frères ennemis à l'issue de ce qu'on pourrait appeler une loterie cruelle. Une quarantaine d'années après nous avoir envahis militairement et administrativement, l'Allemagne fut toute heureuse de nous imposer à nouveau sa loi, cette fois-ci en football. Déçus, scandalisés, remontés, traumatisés, mais fiers tout de même, les Bleus, pleins de bleu partout, passèrent les minutes et heures qui suivirent par toutes sortes d'émotions.
Il n'était pas moins fort sur le terrain, il méritait sans doute davantage la victoire, avait pratiqué à coup sûr le plus beau football du tournoi, sauf que cela, les adversaires à l'aigle brodé sur l'écusson s'en fichèrent royalement. Faire dans le détail n'était pas dans la culture germanique. Pour gagner, selon eux, tous les moyens étaient bons. Une idéologie que l'on serait tenté de relier à celle des Italiens, ce qui serait pour moi une grande erreur. L'Allemand peut gagner sans la manière, néanmoins sa fierté, son air conquérant ne l'incite pas à s'en contenter. Un peu moins de vice, mais un peu plus de méchanceté dans les duels, telle est la différence. Les petits Français étaient plus techniques qu'eux, alors ils s'en accommodèrent. Et comme ils ont pour habitude de ne pas faire d'omelette sans casser des œufs, ils ne bâtirent pas la France sans casser quelques coques. Composé, comme je vous le disais, de joueurs très majoritairement fils ou petits-fils d'immigrés italiens ou espagnols, l'équipe de France adopta en cette période pleinement la vision jacobine axée sur la culture du mérite, preuve de l'intégration indiscutable de ces enfants de la diversité. Belge d'hier, c'est ce que j'explique avant, Platoche et ses copains ne se consoleront jamais de cette douloureuse demi-finale, ni de celle 4 ans plus tard. Disputée au Mexique, la Coupe du Monde 1986 voyait débarquer une équipe de France peut-être pas tout à fait en forme depuis quelques dizaines de matchs, c'est vrai. Cela dit, son image, son statut avait changé. Plus considérée uniquement comme la petite sélection de bons joueurs capables d'un petit exploit de temps en temps comme en 1982, les joueurs dorénavant entraînés par Henri Michel faisaient clairement figure de favoris de la compétition. Bien aidés dans cette évolution par la victoire entre-temps dans le championnat d'Europe des Nations 2 années plus tôt, en 1984, ou tout simplement le tout premier trophée de l'histoire. Tout premier trophée bleu de l'histoire, monsieur. Entré timidement dans le tournoi, l'EDF éleva son niveau crescendo, éliminant au passage en quart de finale le Grand Brésil, avec lequel elle était souvent flatteusement comparée pour sa qualité de jeu, au tir au but après le match du siècle, comme on l'appelait, comme le qualifièrent de nombreux spécialistes. Et qui c'est que l'on affronta à nouveau, en demi, Bingo, la RFA évidemment. L'occasion de se venger du cauchemar de Séville? Pas vraiment. Ne laissant à aucun moment dans la partie l'impression de pouvoir se qualifier, les regrets furent naturellement moins nombreux après le coup de sifflet final d'une simple défaite 2-0. Cette deuxième élimination successive à ce stade de la compétition sonna la fin d'une génération dorée, celle entre autres du fameux carré magique composé de Tigana, Gires, Fernandez et Platini. Toutefois, par rapport au sujet que j'aborde depuis quelques pages maintenant, l'intérêt pour moi est surtout de rappeler la malchance, malédiction, infériorité, appelons cela comme l'on veut, constatée face à cet adversaire pour nous, pas comme les autres, les Allemands. Mais le temps, il faut croire, modifia les règles footballistiques, ou plutôt les tendances remarquées, les ascendances psychologiques d'une sélection nationale sur une autre. La redoutable Mannschaft d'autrefois, notamment de sa période de division de guerre froide, perdit peu à peu de cette supériorité sur ses adversaires. La faute peut être à l'évolution du football mondial, de plus en plus tactique, de plus en plus physique, avec de moins en moins d'écart de niveau entre les dites petites et grandes équipes. Ainsi, à l'entrée de ce XXIe siècle, les Allemands comprirent qu'ils avaient impérativement besoin d'insuffler quelque chose de nouveau dans la jeunesse de leur football. C'est pourquoi ils décidèrent de s'appuyer sur une nouvelle force se présentant à eux. L'immigrant ou fils d'immigrant. Il est avéré que, à l'inverse de nous Français, ce pays, par le passé, n'accueillit pas le travailleur étranger avec l'idée de le naturaliser, mais au contraire de l'inciter à retourner d'où il venait une fois sa ou ses missions terminées. Réservée aux seuls descendants du pays jusqu'en 1918, la nationalité allemande ne s'obtint pas beaucoup plus facilement ensuite. Période nazie du Troisième Reich même pas prise en compte, dans la mesure où le droit du sang était toujours d'actualité, ainsi que l'interdiction de la double nationalité. N'ayant pas puisé grand-chose de leur diversité ethnique durant le siècle précédent, l'équipe d'Allemagne restait donc blanche, avec de nombreux profils ariens, c'est-à-dire de type nordique, blond aux yeux bleus, ce qui devait plaire de sa tombe à un supporter autrichien répondant au prénom d'Adolphe. Cette identité très germanique, très européenne, très pure de la sélection allemande d'antan n'empêcha pas, vous me direz, celle-ci de présenter un bilan impressionnant dans les 2 grandes compétitions majeures avec, en Coupe du Monde, 6 finales de disputées pour 3 remportées et en Championnat d'Europe des Nations, 5 finales pour 3 victoires.
soit le meilleur palmarès en Europe et le deuxième dans le reste du monde, derrière bien sûr l'éternel Brésil. Réalisant toutefois que leur règne s'effondrait progressivement, voyant d'autres nations comme l'Italie, le rival européen le plus dangereux et le plus près de les dépasser, avec 3 victoires également en Coupe du Monde, mais aussi comme la France, nouvelle championne du monde et d'Europe, s'approchait à petits pas d'elle, l'Allemagne prit de nouvelles dispositions dans sa politique vis-à-vis du football, notamment dans ses centres de formation, et profita du nouveau code d'acquisition de la nationalité allemande de 2006 pour renouveler sa sélection nationale. Le droit du sol depuis prononcé, la Mannschaft intégra au fil des années des joueurs aux origines multiples, comme jamais cela ne lui est arrivé auparavant. Le père Adolphe, de sa tombe, cette fois n'approuva sans doute plus du tout et déchira le maillot blanc et noir. Le métissage, un sujet forcément tabou dans un pays comme l'Allemagne, pas habitué à voir sa population se colorer ainsi, elle qui incarna il n'y a même pas un siècle encore la période la plus raciste et xénophobe de l'histoire du monde contemporain. Être noir dans une sélection allemande était de fait si peu ordinaire qu'une appréhension compréhensible pouvait s'emparer des premiers joueurs à avoir goûté à l'expérience. Parmi ceux-là, un dénommé Jérôme Boateng, qui joue d'ailleurs aujourd'hui à Lyon, métis d'un père ghanéen et d'une mère allemande, défenseur rock, puissant, pour ne pas changer sur ce point avec les vieux profils allemands, et fort mentalement, ne donna pas l'impression d'accomplir une tâche si difficile que cela. La question se pose alors, est-il plus facile d'être le seul noir d'une équipe traditionnellement de blancs qui gagne, ou d'être l'un des nombreux noirs d'une équipe traditionnellement de blancs qui perd? Je vous laisse méditer sur la question. C'est une des meilleures questions que je pose dans le livre, à mon avis d'ailleurs. Car suite aux arrivées de nombreux joueurs aux origines polonaises et turques en majorité, ou d'autres horizons proches ou lointaines encore, l'équipe d'Allemagne retrouva progressivement son standing du passé, revint disputer à nouveau les premiers rôles, se réconcilia finalement avec son histoire dans le football. Déjà en 2002, même avant même ce renouvellement ethnique de sa sélection, elle s'est retrouvée en finale de la Coupe du Monde contre le Brésil, contre lequel elle perdit 2-0. Cependant, il me semble important de préciser la bizarrerie de cette édition 2002, non pas pour minimiser la performance d'arriver aussi loin dans une telle compétition, mais parce que trop de matchs furent entachés d'erreurs grossières d'arbitrage, notamment en faveur des pays hôtes comme le Japon et la Corée du Sud. Ce qui conduisit la majorité des nations habituellement fortes du football à se sortir précipitamment, à l'image de la France par exemple, ne passant pas le premier tour. De toute façon, l'impression globale d'effondrement de la domination allemande, malgré cette aventure heureuse de 2002, pendant laquelle la Mannschaft affichait d'ailleurs un jeu très pauvre et ne se repose au final que sur un excellent gardien, le phénoménal Oliver Kahn, ne pouvait être renié dans le pays de la bière et de la choucroute. Affichant un vrai regain de forme, une vraie ascension, à l'approche surtout des années 2010, l'équipe d'Allemagne remporta enfin son 4e titre mondial 4 ans plus tard, en 2014, achevant de compléter un palmarès époustouflant. La preuve du grand retour de la machine broyeuse allemande? Et non. Pourquoi? Allez-vous vous empresser de me demander? La réponse est facile. Et les amateurs de football d'une certaine génération, ne disons pas vieille pour ne pas les vexer non plus, ne me contrediront pas. L'époque de l'impitoyable sélection de la RFA ultra efficace et méchante est bien lointaine. Le style étant à présent bouleversé, l'idéologie émanante de cette équipe presque retournée. Comment l'expliquer? La faute à la chute du mur de Berlin du 9 novembre 1989 et à la réunification qui s'ensuivit? Le dire serait fantaisiste, la partie est soviétique, connue sous le nom de RDA, n'atteignant jamais un niveau de football spectaculaire, ne pouvait pas influencer tant que cela l'ensemble de l'Allemagne, autant sur le plan footballistique que culturel. Donc quel élément permet ce basculement idéologique, cette perte identitaire de la Mannschaft tueuse? Le grand air du XXIe siècle? Ma tentative d'explication, vous serez nombreux à la voir venir, j'imagine, est bien entendu l'arrivée en quelques années de la nouvelle diversité ethnique au sein de cette sélection nationale. À l'inverse des nôtres, les joueurs de foot allemands n'avaient pas besoin de beaucoup voyager, de passer la frontière grâce à la Rebosman de 1995, pour apprendre à gagner dans la mesure où ils avaient déjà cela d'inculqué en eux. Petite parenthèse, j'explique que nous avons appris la culture de la gagne,
notamment avec des joueurs comme Didier Deschamps ou Zinedine Zidane à l'époque, en s'exportant à l'étranger. À partir du moment où l'arrêt Bosman a permis aux joueurs français d'aller jouer à l'étranger, d'apprendre cette culture-là. C'est pour ça que je dis ça. Encore aujourd'hui d'ailleurs, malgré une vraie hausse de départ à l'étranger depuis la progression du footballeur allemand, comprendre par là avec plus de variété dans la qualité individuelle, celui-ci demeure tout de même bien plus fidèle à son championnat national, la Bundesliga, que le footballeur français désireux de mettre les voiles le plus rapidement possible, loin de notre Ligue 1, sauf si le PSG le retient. Mise trop en avant en France lors de notre sacre mondial de 98, le multiculturalisme ne peut pas se cacher, lui au contraire, à l'heure actuelle de l'autre côté de la frontière alsacienne. Je ne dis pas que l'immigration allemande nuisit progressivement à son football. La Coupe du Monde 2014, remportée avec un nombre record de descendants étrangers, le prouva. L'Allemagne sait encore gagner. Toutefois, l'on a perçu concrètement de véritables changements dans l'approche de la compétition de ces footballeurs, comme une perte de confiance en soi, un relâchement collectif dans certains grands matchs, une rage de vaincre issue de la tradition allemande qui est de moins en moins visible. Cette thèse, je ne viens de toute façon pas de l'inventer, nos amis germains ne m'attendèrent pas pour comprendre le phénomène et lancer de nombreux débats sur le sujet dans le service audiovisuel du pays depuis quelques années. Heureux fut d'ailleurs ce titre mondial de 2014 car il permet de calmer les de plus en plus nombreux détracteurs de la nouvelle Allemagne et de la perte de l'identité culturelle gagneuse qui faisait leur force et leur réputation dans le passé. On connaît tous la chanson. Lorsqu'une équipe perd, l'on a souvent tendance, dans les partis politiques de droite en particulier, à davantage remarquer les couleurs, rechercher un peu plus les origines des joueurs. Et lorsqu'elle gagne, la récupération politique de la gauche est à l'œuvre cette fois. C'est vrai en France comme en Allemagne. Alors fallait-il trouver une cible idéale, un profil facilement identifiable pour le peuple à attaquer en premier. De l'autre côté du Rhin, un joueur symbolisa comme une évidence le mal du pays, dans les deux sens. Mesut Özil, footballeur élégant sur le terrain, à la technique rare, passé par le grand Real Madrid en Espagne, exerçant son métier depuis 2013 en Angleterre dans le club londonien d'Arsenal, et d'origine turque par ses deux parents. Considéré comme de plusieurs années de suite comme l'un des meilleurs meneurs de jeu de la planète, ce qui lui permit d'être comparé à son idole d'enfance Zinedine Zidane, ce pur numéro 10 à l'ancienne fit le plus souvent le bonheur de ses équipes en club comme en sélection. Problème, son irrégularité, certaines absences lors de quelques grands matchs et une certaine nonchalance assez visible avec ce genre de profil ultra technique, plutôt fragile physiquement et peu fan du travail défensif, laissait de multiples occasions à certains fans, journalistes ou anciens joueurs de le critiquer. Tendre le bâton pour se faire battre, Özil, qui avait déjà toute la cible idéale en équipe d'Allemagne de par ses origines turques, n'en avait pas nécessairement besoin. Et quand celui-ci commit l'erreur en 2018, alors que son crédit auprès de l'opinion publique allemande n'était déjà plus énorme, de poser en photo avec son compatriote turc de la sélection, İlkay Gündoğan, aux côtés du président de la Turquie, Erdogan, à seulement un mois de démarrage d'une Coupe du Monde totalement loupée de sa part et de toute la Mannschaft, éliminé dès le premier tour, pas la peine de vous faire un dessin, le natif de... je ne vais pas vous dire le nom, c'est trop compliqué pour moi, devint vite persona non grata en sélection allemande. Mais quand pensa l'intéresser lui-même? Assez franc et direct face aux médias à la suite de journées où ses oreilles sifflèrent comme jamais, il dénonça le racisme dont il se dit victime, les nombreuses insultes visant directement à ses origines et le manque de soutien de la fédération allemande. Rien que ça, devenu la vraie tête de turc du public allemand, du sais, elle était facile, le gunner d'Arsenal prit la décision logique d'arrêter les freins en sélection et de mettre ainsi un terme à sa carrière internationale. Or, cette situation conflictuelle de Mesut Özil avec son équipe nationale ne peut que rappeler, je pense que vous serez d'accord avec moi, le cas de Karim Benzema en France. J'évoque beaucoup le cas de Karim Benzema précédemment, c'est pour ça que j'en parle pas trop là. Musulmans tous les deux, originaires chacun du pays de l'a priori, Turquie et Algérie, coupables de ne pas manifester un patriotisme et un attachement à leur maillot suffisamment fort, ou encore de ne pas chanter leur hymne national, même si Benzema a fait un effort depuis d'ailleurs,
Il symbolise aujourd'hui le malaise et les tensions des deux sociétés européennes, pourtant les plus ouvertes sur l'immigration, avec deux communautés à la fois victimes et susceptibles. L'exemple allemand, venu compléter celui français, apporte pour le coup deux confirmations. Celle que l'idéologie d'une équipe de football ou d'un autre sport peut avoir une importance capitale dans le style de jeu, ainsi que sur les résultats, et que celle-ci pouvait se voir être remplacée avec le temps pour différentes raisons. Et quelle meilleure démonstration de cette théorie à laquelle je tiens beaucoup que ce match entre la France et l'Allemagne en demi-finale du dernier championnat d'Europe 2016, l'avant-dernier, par rapport à quand je l'écris, disputé chez nous avec une défaite 1-0 en finale contre le Portugal. Vainqueurs 2-0, les coéquipiers d'Antoine Griezmann, auteur d'un doublé, mettaient fin à une série de 3 éliminations frustrantes en Coupe du Monde contre la Mannschaft, après les deux fameuses demi-finales de 82 et 86 décrites auparavant, et du quart de finale perdu plus récemment en 2014 contre les futurs champions du monde allemands. Il fallait remonter en effet au mondial 1958 et le tout premier affrontement en football entre nos deux nations, soldé par une brillante victoire bleue 6-3 qui nous donnait la 3e place honorifique, pour retrouver trace d'un duel remporté dans une grande compétition pour notre pays sur notre grand rival de l'Est. Le beau jeu, la qualité technique et parfois stérile, mais aussi la naïveté étaient passés de l'autre côté de la frontière, côté allemand, tandis que l'efficacité, la solidité défensive et la puissance étaient passées à l'inverse chez nous. Précision, bien sûr, cela a été amené par le sélectionneur Didier Deschamps, symbole de la culture de la gagne. Je l'ai expliqué avant en fait dans le livre. L'équipe d'Allemagne est-elle devenue jacobine, plus soucieuse de bien jouer que de gagner? Et notre équipe de France est-elle à présent italienne et tueuse, prête à laisser la culture du mérite à d'autres? Parce que je dis que la culture de la gagne est venue principalement d'Italie à l'époque en France. Ou simplement la chance décida-t-elle, lassée qu'elle était d'un scénario trop répétitif, de changer en fin de camp? À moins que pour une fois tout soit la faute à Deschamps. Voilà. Je m'arrête pour aujourd'hui sur cette lecture. J'espère que ça vous a intéressé. Vous pouvez retrouver tout ça donc dans ce tome 1 de La France avec culot et sans culotte aux éditions Le Lys Bleu. Voilà, je ne parlerai pas forcément de football la prochaine fois, je rassure ceux qui ne sont pas des grands fans. Mais vous voyez, l'idée c'était vraiment de lier l'histoire de nos deux pays avec en même temps l'histoire de nos confrontations en football. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez regardé jusqu'au bout, que vous avez réussi. Je vous attends pour une prochaine vidéo. À bientôt, merci.